Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de géodynamique interne. Donc le module géodynamique interne destiné aux étudiants de la filière SVTU semestre 2. Donc la géodynamique interne, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on va essayer de chercher les phénomènes qui témoignent de l'activité interne de la planète. L'objectif principal du module, c'est de donner aux étudiants les principaux outils qui permettront de comprendre les manifestations majeures dans les zones profondes de la Terre. L'outil pour le géologue, bien sûr, de l'étude, le géologue, il va se baser principalement sur les roches. Et donc, comme on dit, les roches sont aux géologues ce que sont les archives à l'historien. Les objectifs de notre module. Donc, l'objectif principal du module, c'est de décrire les transformations de la lithosphère afin de construire les bases de la connaissance tectonique, de la tectonique globale. C'est-à-dire chercher à comprendre la dynamique principale de la planète qui consiste en la tectonique globale. Deuxième point qu'on va essayer de traiter, c'est-à-dire de voir la répartition des séismes et des manifestations volcaniques qui permettent de délimiter les plaques lithosphériques. Quand on fait une carte, si on fait une carte à l'échelle du globe, et on essaie de reporter les épicentres des séismes et l'activité, les points ou les volcans, on va se rendre compte que tous les volcans et tous les séismes vont se concentrer à des endroits bien précis. Et ces endroits de position des volcans et des séismes correspondent aux limites entre les plaques lithosphériques. Les variations de la vitesse des ondes sismiques en profondeur permettent de distinguer la lithosphère de la sténosphère. C'est-à-dire on va essayer de démontrer que grâce à la sismique, à la propagation des ondes sismiques, on va pouvoir déterminer la structure interne de la planète, c'est-à-dire la lithosphère, la sténosphère, et ainsi de suite jusqu'au noyau interne. Et cette détermination est réalisée grâce à la sismique et bien sûr à d'autres méthodes géophysiques telles que la gravimétrie. La partie externe de la Terre est formée de plaques lithosphériques rigides reposant sur la sténosphère. C'est ce qu'on va essayer de démontrer, que cette plaque rigide qui correspond à la lithosphère est en mouvement sur la sténosphère qui est moins rigide, c'est-à-dire qui est souple. Et la plaque lithosphérique, bien sûr, la lithosphère n'est pas continue, elle est subdivisée en plaques. Et ces plaques, elles sont limitées par des frontières. Et comme les plaques elles sont en mouvement, donc ces plaques elles sont animées de mouvement, ce qui fait qu'on va avoir des transformations de la lithosphère. Et donc ces plaques elles sont amenées soit à entrer en collision, soit à s'éloigner. Donc soit on va avoir une convergence, soit une divergence. Donc la convergence va nous amener à la formation de chaînes de montagne, c'est-à-dire les orogénèses. Ça va nous montrer le déplacement des continents et bien sûr l'ouverture des océans et fermeture des océans également. Donc à raison de quelques centimètres par an, les plaques se forment, s'écartent à l'axe des dorsales et ils se rapprochent et s'enfuient au niveau des fosses océaniques, là où on va avoir la subduction. L'affrontement des plaques engendre des déformations de la lithosphère et aboutit à la formation des chaînes de montagne, c'est-à-dire à l'orogénèse. Pour ce faire, donc on a divisé notre cours en deux parties. Donc on va s'intéresser principalement à la dynamique de la planète, mais avant de s'intéresser à cette dynamique, il est nécessaire d'avoir une idée sur les matériaux de la planète. Donc le cours il a été subdivisé en deux parties. Une première partie qui concerne les matériaux de la planète et une deuxième partie qui concerne la dynamique de la planète. Donc les matériaux de la planète, on va voir deux chapitres.
Donc le premier chapitre qui concerne les minéraux, caractéristiques, propriétés, classification, et un deuxième chapitre qui intéresse plutôt les roches, origine, caractéristiques minéralogiques et classification. Et dans ce chapitre, on va voir les 3 familles de roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques, et on va se concentrer principalement sur les roches qui sont en relation avec la géodynamique interne. La deuxième partie, il va être consacrée à la dynamique interne de la planète. Et là, on va voir les phénomènes qui témoignent de cette dynamique. Et en premier lieu, on va traiter les séismes, c'est-à-dire les tremblements de terre. Un deuxième chapitre qui concerne les volcans. Troisième chapitre, la dérive des continents avec la théorie de Wagner. Et on va terminer avec un quatrième chapitre qui concerne la tectonique des plaques. Donc, on va entamer la première partie, c'est-à-dire les matériaux de la planète. L'objectif de cette partie, c'est d'avoir une idée sur les principaux constituants de la Terre, c'est-à-dire les minéraux et les roches, et aussi de donner aux étudiants les outils qui leur permettront de comprendre, bien sûr, leurs travaux pratiques. Donc, cette partie, elle va être utilisée principalement pour les étudiants pour leurs travaux pratiques. Et on va entamer la première partie avec les minéraux, chapitre des minéraux, caractéristiques, propriétés et classification. Donc le minéral, qui est un solide homogène naturel, caractérisé par une composition chimique et par une structure, la structure atomique, ce qui donne la forme caractéristique à certains minéraux et qui témoigne de la valeur esthétique de ces minéraux. Et il y a aussi la valeur esthétique qui est donnée par la couleur. Donc, pour étudier les minéraux, on va essayer de comprendre la constitution ou la composition du minéral. Donc, on va entamer des petits rappels. Donc, les associations atomiques. Donc, nous savons tous que les matériaux de notre planète ils sont constitués par des éléments chimiques tels que l'hydrogène, l'oxygène, le fer, le nickel et ainsi de suite. Et il y en a 106 éléments chimiques dans le tableau périodique. C'est des éléments ou des choses que vous apprenez au niveau de la chimie. Et donc, un atome, il consiste en un noyau central composé par des protons de charge positive et de neutrons avec aucune charge. Et autour du noyau, on va avoir des électrons de charge négative qui vont graviter. Donc, l'électron, il gravite autour du noyau. Et toute la masse est concentrée au niveau du noyau. Les électrons ont une masse qui est négligeable. La masse atomique d'un atome est donc donnée par la masse du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Pour ce qui concerne le numéro atomique, il est donné par le nombre de protons. Donc, là, on a l'élément chimique ou l'atome. Si on monte d'un cran dans l'organisation, on va voir les molécules, c'est-à-dire on va voir un assemblage des éléments chimiques ou des atomes, et ces atomes ils vont s'assembler suite à des liaisons ioniques ou à des liaisons covalentes. Donc un lien ionique est assuré, le lien ionique est assuré par le transfert d'électrons d'un atome à un autre. Et donc, on va examiner un exemple. On va prendre l'exemple du sel, le chlorure de sodium, le sel formule NaCl, qui est un minéral qu'on appelle aussi l'halite. Le transfert d'électrons du sodium au chlore produit une molécule qui est stable. Donc, le chlorure de sodium de formule NaCl, dans lesquels les atomes sont sous forme des ions, l'ion Na+, et le Cl-. Donc, on va voir le transfert d'un électron du sodium vers le chlore. Et donc, on va voir la molécule NaCl avec le sodium sous la forme Na+, et le Cl-. Un cran au-dessus de la molécule, on va voir le minéral. Donc, les minéraux, ils sont constitués, bien sûr, d'atomes et de molécules qui se définissent sur 2 critères indissociables. Donc, la définition principale du minéral, c'est la composition chimique. Chaque minéral, il va avoir sa composition chimique et sa structure atomique. Donc, en simplifiant, on peut dire que le minéral,
c'est de la matière ordonnée, puisqu'il a une structure atomique bien définie. On va revenir à l'exemple du sel gemme de l'halite. Donc, c'est un exemple qui est simple, qui illustre bien la dualité de la définition de l'espèce minérale, c'est-à-dire la composition chimique et la structure atomique. Donc, la composition chimique de ce minéral, de l'halite, c'est NaCl, chlorure de sodium, le sel de table. Et le minéral halite, il possède une structure atomique. Donc, la structure atomique est déterminée sous la forme cubique. Donc, l'association des atomes et des molécules va donner une trame cubique. On l'appelle cubique parce que l'arrangement des atomes en alternance régulière forme une trame, la forme, elle est cubique. Donc là, nous avons le schéma de l'organisation des éléments chimiques qui donne la forme cubique pour le minéral NaCl. Et en réalité, les ions, donc là c'est schématique, en réalité les ions ils sont tassés les uns sur les autres, mais bien sûr conservant la même structure, c'est-à-dire en respectant la trame qui est cubique. Donc on a défini tout à l'heure, on a dit que chaque minéral est caractérisé par sa composition chimique et sa structure atomique. Donc la composition chimique elle est bien définie, mais on admet certaines variations. Ces variations consistent en quoi? Donc il consiste qu'il peut y avoir une substitution de certains ions par d'autres. Donc, on va prendre l'exemple de l'olivine qui a une composition FeMg2 et CO2. Et puisqu'on admet qu'on peut avoir une substitution d'éléments chimiques, la condition principale pour respecter ces substitutions, c'est qu'il faut respecter la taille et la charge des ions, c'est-à-dire l'élément chimique qui va remplacer un autre élément chimique, il doit avoir la même charge et la même taille, c'est-à-dire le même rayon atomique. Donc là, quand on prend le cas de l'olivine, on a le FeMg2 et CO2. Dans cette olivine, on va avoir des proportions du fer et du magnésium qui vont être différentes. C'est-à-dire soit on peut avoir plus de fer que de magnésium ou plus de magnésium que de fer. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir la substitution entre le fer et le magnésium. Ce qui fait qu'on va trouver des olivines de composition, c'est-à-dire de chimique avec des teneurs variables en fer et en magnésium. Un exemple tout simple pour illustrer ce problème de substitution, c'est le cas, par exemple, du minéral carbonaté, la calcite, de formule chimique CaCO3. Et cette calcite, quand elle est attaquée par une solution magnésienne, on va avoir un remplacement de Ca par le Mg. Ca de plus par Mg de plus. Et donc, on va passer progressivement à une composition chimique CaMgCO3 jusqu'à élimination totale. On peut avoir une élimination totale du calcium qui est totalement remplacée par le magnésium et on va arriver à une composition chimique MgCO3 qui est la magnésiite. Donc la condition du remplacement, donc on a dit, condition de substitution, c'est principalement la même charge et la même taille. Si on se base sur cette condition, on va dire qu'on peut avoir substitution du fer par le magnésium, on peut avoir substitution de sodium par le calcium. Par contre, on ne peut pas avoir substitution entre l'oxygène et l'aluminium. La charge, elle est différente et bien sûr, la taille, elle est différente. Et principalement, la charge, donc différente, à la substitution impossible. Et il y a l'autre cas du potassium K+, et à l'aluminium. Le remplacement ou la substitution entre les deux éléments chimiques est impossible parce que là, même si on a la même charge, le rayon atomique, elle est très différent, donc la taille, elle est très différente. Les formes géométriques des cristaux. Donc l'émail et les réseaux cristallins, donc la cristallographie, bien sûr, est la science qui étudie les cristaux, et les formes des cristaux ne sont pas quelconques. Donc là, vous avez le cas de la pyrite qui appartient au système cubique, donc il a une forme qui est cubique.
Et l'existence de ces formes est liée au fait que dans certains cas, les minéraux ont suffisamment d'espace autour d'eux pour croître et prendre des formes qui leur sont propres. C'est-à-dire, au moment de la croissance ou de la genèse du minéral ou du cristal, s'il a assez d'espace, il va croître en respectant une certaine forme élémentaire qu'on va voir après, et donc il va s'exprimer et donner une forme géométrique qui respecte sa structure ou qui traduit sa structure atomique. Donc ces formes macroscopiques traduisent le fait que les atomes sont arrangés à l'échelle microscopique. Donc ce qu'on voit à l'œil nu à l'échelle macroscopique, il traduit la forme microscopique, l'arrangement microscopique ou la structure atomique microscopique de ce minéral. Donc la notion de la maille, donc Roy, qui est un grand cristallographe du XIXe siècle, donc il a fait une constatation. La constatation qu'il a faite, c'est qu'un cristal fragmenté génère toujours des morceaux. Donc on va s'amuser à casser un cristal bien cristallisé, donc il va générer des morceaux. Donc là, vous avez l'exemple de la calcite, le minéral carbonaté de formule chimique CaSO3, le système rhomboédrique. Si on s'amuse à le casser, là, l'exemple de la lite système cubique, les morceaux qui vont être générés, ils ont la même forme que le cristal initial. C'est-à-dire, on a un morceau, on va le casser, on va trouver toujours, on va générer les mêmes formes. C'est ce qu'on appelle de la stratification multiple. Donc, du point de vue géométrique, il existe un certain nombre de volumes de base qui permettent de remplir un espace tridimensionnel sans laisser de vide. Donc, du point de vue géométrique, on va avoir une forme de base, et c'est cette forme de base qui va se répéter et qui va remplir tout l'espace sans laisser du vide. Et cette forme de base, c'est ce qu'on appelle la maille, ou la maille cristalline, tout simplement. Donc, la maille cristalline, la définition, c'est l'enveloppe du plus petit parallélépipède de matière cristallisée conservant, bien sûr, la maille va conserver la propriété géométrique, propriété physique, c'est-à-dire la structure atomique, et les propriétés chimiques du cristal, et contenant suffisamment d'atomes pour respecter sa composition chimique pour construire un volume du cristal. Donc on va en fait empiler les volumes élémentaires, et cette répétition s'appelle le réseau cristallin. Donc la maille, c'est le volume le plus petit du cristal qu'on ne peut pas, si vous voulez, tout simplement le fragmenter encore. C'est le volume de base, et c'est ce volume de base qui va se répéter et pour donner un réseau cristallin qu'on va voir. Ah, vous avez l'exemple de la calcite. Donc le réseau cristallin, donc on va voir, les études, disons, permettent de distinguer qu'il y a 7 systèmes cristallins, il n'y a pas un de plus, pas un de moins. Et tous les minéraux qui existent sur Terre, il appartient à l'un des 7 systèmes cristallins. Donc les conditions qui sont conditionnées, ces systèmes, ils sont conditionnés par les relations donc, de symétrie de la maille cristalline et l'organisation des réseaux cristallins. Donc vous avez un système cubique, système quadratique, système orthorhombique, hexagonal, monoclinique, rhomboédrique et le système tréclinique. Donc là, vous avez les 7 systèmes cristallins auxquels appartiennent, donc tous les minéraux qui existent dans la nature appartiennent à l'un de ces 7 systèmes cristallins. Donc toujours avec les systèmes cristallins, les caractéristiques de chaque maille, on va commencer par le système cubique. Le système cubique, bien sûr, c'est un système où on va voir la forme où on a les côtés A, B, C sont égaux et les angles alpha, bêta et gamma sont égaux entre eux et égaux à 90 degrés. Donc c'est ce qu'on a ici. On a un exemple de minéral qui appartient au système cubique. On va avoir la pyrite, on va voir la galène, on va voir le minéral qu'on a vu tout à l'heure, le sel gemme, sel de table, la lite. Un autre le système, c'est le système quadratique. Le système quadratique où on va voir le A est égal à B différent de C, les angles sont égaux entre eux et égaux à 90 degrés. Comme exemple de ce minéral, on va voir le zircon, et le zircon avec une forme qui est un peu prismatique ici. Donc ce qu'il faut retenir que dans
Dans la nature, on a les systèmes, mais ces systèmes, ils peuvent être modifiés. C'est-à-dire, on va obtenir des formes qui sont modifiées du système originaire. Par exemple, un système cubique qui va donner une forme prismatique. Et cette forme prismatique qui va être due principalement à la truncature, où on va avoir un système cubique qui, au départ, qui est cubique. On va donner un minéral qui est quadratique. Et la différence, c'est qu'on va avoir une différence au niveau de la vitesse de croissance. On va avoir le C qui va croître beaucoup plus vite que le A et B, et on va obtenir quadratique avec un C qui est plus grand. Système orthorhombique A différent de B différent de C, et alpha, bêta, gamma égaux entre eux et égaux 90 degrés. C'est l'exemple de la barytine, de l'olivine, de l'aragonite, de topaze. Système hexagonal A égale à B, différent de C, et les angles A, bêta, gamma 90 et alpha sont 20 degrés. C'est l'exemple du béryl. Et en dernier, on va voir le rhomboédrique. Le rhomboédrique, c'est l'exemple de la calcite. On va avoir A est égal à B différent de C, alpha différent de bêta différent de gamma. Et c'est l'exemple de la calcite, système rhomboédrique. Et le système monoclinique, les côtés sont différents entre eux. Alpha, gamma 90, bêta différent de 90. L'exemple, c'est l'exemple de feldspath potassique. Système triclinique avec l'exemple de la topaze, où A différent de B différent de C, et les angles différents entre eux différents de... Donc alpha différent de B différent de gamma. Donc tous les minéraux de la création auront des formes rapportées à l'un des 7 systèmes cristallins. Exemple, la calcite qui est rhomboédrique, le diamant qui est cubique, le saphir qui est cubique, l'émeraude qui est hexagonale, et ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là.